Bon, bah, bonjour à tous, on est super heureux d'être avec vous aujourd'hui. Écoutez, ce qu'on propose de faire, Jean-François, peut-être tu nous arrêteras. On va avoir deux discussions entre moi et Philippe autour d'enjeux un peu, je dirais, un peu clés, puis un petit peu clivants autour du partenariat à travers des questionnements que moi et Philippe, deux questionnements que moi et Philippe, on a eu surtout un qu'on a en particulier depuis déjà quelques années, puis qui, à notre avis, euh, amène plusieurs sujets sur la table qu'on aimerait discuter avec vous. Mais peut-être avant ça, si ça te va, Jean-François, je ferai peut-être un petit tour de roue sur le partenariat, juste pour cadrer un peu les choses. Est-ce que ça te convient? Oui, certainement, c'est votre présentation. Ok, génial. Alors Philippe, je te laisse te présenter, puis Oui, après je oui, vais… oui. Ben, donc, oui, bonjour. Merci, docteur Lesage. Merci, docteur Pelletier. On est très content d'être là. Je suis Philippe Carazian, je suis médecin de famille au GMFU Notre-Dame, donc au centre-ville de Montréal. Je suis aussi co-directeur avec Vincent du Bureau du patient partenaire depuis plusieurs années. Euh, Comme dit Vincent, on va essayer de prendre de challenger les visions et les conceptions qu'on a de la relation médecin-patient, disons. Puis de voir, d'emmener ça dans ces coins les plus complexes et nuancés. Je ne suis pas sûr qu'il y aura des réponses, mais vous allez voir un médecin et un patient être pas tout à fait d'accord sur certains enjeux. Puis c'est ça l'idée, un peu, c'est de jouer avec la relation, un peu d'aller voir là, qu'est-ce qui est quoi, puis qu'est-ce qui est se mettre dans la peau de l'autre et comprendre la perspective de l'autre. Donc, voilà. En partant bien entendu du principe que c'est forcément le patient qui a raison, là, je veux dire, mais bon, ça c'est une autre question, là, c'est un autre. C'est juste qu'il faut remettre les postulats de base aux bons endroits. Je rigole bien entendu. Euh, moi je m'appelle Vincent Dumez, donc je co-dirige avec Philippe le bureau du patient partenaire à la faculté de médecine. Je suis aussi directeur plus récemment des partenariats communautaires aussi à la faculté de médecine. On a démarré le programme Patient Partenaire il y a 11 ans maintenant, qui s'est comme beaucoup développé sur différents niveaux, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans les soins, que ce soit dans la recherche. Et bien entendu, on s'inscrit dans la ligne droite de la pérédance quand il s'agit des soins. On fait partie de la même famille. Alors, on est très heureux et c'est une des raisons principales pour lesquelles on est aussi très heureux d'être là. Donc, je suis un patient partenaire. Je suis un hémophile sévère. Donc, ça veut dire que je suis dans les soins depuis que je suis né, en fait. Et puis, j'ai été contaminé dans les années 80. Bon, les hémophiles ont besoin de produits sanguins pour vivre. Et j'ai été contaminé dans les années 80 par le VIH et l'hépatite C. Donc, j'étais aussi un militant SIDA à Montréal, fin des années 80, début des années 90. Donc, j'ai été un militant assez actif à ces périodes-là. Et puis, donc c'est ça. Donc, c'est toute cette histoire un peu de vie qui m'a amené, qui m'a amené là où on en est aujourd'hui avec mes collègues Philippe, puis plein d'autres mondes aujourd'hui, qui est notamment Jean-François, qui font partie de cette grande tradition maintenant de l'Université de Montréal autour du partenariat de soins. Je vais partager mon écran. Je pense que ça devrait fonctionner. Ouais, super. Est-ce que vous le voyez? Ça va? Oui, Vincent, on voit bien. Ok, super. Donc, grosso modo, le bureau du patient partenaire, juste pour que vous ayez un petit peu d'historique sur l'Université de Montréal, a été créé à la faculté de médecine en 2010. Il y a aujourd'hui plusieurs chaires de recherche qui sont attachées, des travaux de recherche aussi importants, notamment ceux de Jean-François. Il y a un centre d'excellence aussi qui a été créé en 2016 qui vraiment accompagne plusieurs institutions au Québec à déployer des dispositifs et des approches de partenariat. Alors, on est assez fiers de toute cette progression et puis de pouvoir disposer au Québec aussi d'un soutien assez important. Oups, je n'arrive pas à changer. Oui. Alors, alors, encore une fois, on s'inscrit dans un mouvement qui a démarré il y a bien longtemps, je vais y revenir, qui a démarré dans les années 70-80. Hein. Ce n'est pas en 2013 qu'on l'a découvert, mais c'est à partir des années 2010, finalement, qu'il y a eu beaucoup les phares qui ont été mis
sur cette question de l'engagement patient dans les soins. Un des éléments marquants qui a comme sensibilisé beaucoup de monde, c'est cette fameux éditorial dans le British Medical Journal qui parlait d'une révolution patient, donc qui observait, que ce soit en santé mentale, en santé physique, vraiment l'émergence d'un engagement assez important des patients à la fois dans les soins, dans la recherche et dans l'enseignement. Et donc, qui se posait la question en y répondant, en se disant, est-ce qu'on est dans une révolution patient? Je pense qu'aujourd'hui, en 2021, on peut le dire, on est réellement dans une révolution en matière d'engagement patient. On est dans quelque chose d'important qui se passe et qui est en train de transformer tranquillement les systèmes de santé de façon assez importante et de façon certainement assez durable. Donc, c'est un peu juste rapidement, c'est ces éléments-là qu'on va juste se remémorer un petit peu. Peut-être en termes d'historique, je ne sais pas, Jean-François, si tu as eu l'occasion un peu, j'imagine, de faire un petit peu ça déjà, mais je vais juste redonner un peu une trame assez simpliste, mais qui donne les grandes étapes de progression du partenariat, de passer du paternalisme au partenariat de soins. Je ne vais pas remonter jusqu'au grec, là, mais je vais remonter jusqu'à l'après-guerre. Donc, on est en 1945, entre 1945 et 1970, qui sont vraiment des années donc les années où il y a des grands progrès de la médecine, notamment en matière de médication, en matière de chirurgie, les premières transplantations, le développement assez sophistiqué d'antibiotiques, etc., etc. Donc, on est vraiment dans une phase de développement et de progrès scientifique très intense. Et on est en même temps, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, dans un mouvement de passer d'une médecine de proximité à une médecine qui s'installe dans des grands centres universitaires, dans des grands centres hospitaliers hyper spécialisés. Donc, on est vraiment dans l'émergence d'un monde biomédical qui est très, très focalisé sur le physique et puis qui a une certaine, je dirais, il y a une certaine omniscience qui s'installe avec ça, puis un paternalisme qui est à la fois qui est entretenu par le monde scientifique, mais aussi qui est entretenu par la population qui se dit, avec tous ces progrès qu'on est en train de faire, finalement, si on est malade, on a juste à rentrer à l'hôpital, on va comme si on rentrait dans une machine miracle, et puis on va en ressortir guéri, puis finalement, il n'y aura plus de problème, et dans X années, tout va être réglé. Donc, il y a une espèce de double fantasme, d'un côté d'une médecine qui fait beaucoup de progrès, qui a l'impression qu'elle va tout résoudre, et une population qui y croit. Là. Donc, on est vraiment, c'est les racines d'un modèle biomédical axé sur la santé physique, qui va être fondamentalement remis en question dans les années 70, parce que, bien entendu, là, on a aussi l'émergence de plus en plus difficile à cacher des problématiques de dépendance, des enjeux qui touchent davantage aux services sociaux et éventuellement à la santé mentale, donc des personnes qui sont touchées par ces enjeux-là et qui ne trouvent pas finalement de soutien ou de solution dans ces grands centres hospitaliers très tournés sur le physique. Donc, c'est important de voir comment la santé mentale la santé mentale et les questions de dépendance aussi ont joué un rôle important dans cet élément-là. On pense toujours que les associations de patients existent depuis toujours, mais les associations de patients sont beaucoup développées dans les années 70. D'ailleurs, sur le modèle quand même fondamental, c'est les alcooliques anonymes, qui a été le premier modèle d'entraide dans les années 20, dans les années 30, qui ensuite a servi comme de référent pour des associations de patients qui servaient de groupe d'entraide, puis qui ont tranquillement je dirais, transité vers des groupes de défense de droits, justement en critiquant l'institution en place et le manque de services par rapport à la dimension psychosociale, notamment des soins. C'est là aussi où on commence à voir les premières formations par les pairs. Alors, ça se fait moi, par exemple, comme hémophile, donc dans le cadre d'une maladie rare où c'est toujours difficile de trouver, d'être accompagné, on est déjà dans les années 70 dans cette idée des patients très expérimentés qui vont aider d'autres patients ou des familles très expérimentées qui vont aider d'autres familles qui sont en problème. Donc, on commence à voir cette idée-là. Puis, il y a le fameux débat sur l'avortement. Qui a cette grande vertu de soulever la question de la propriété du corps. Et ça, c'est une question… excusez-moi.
Ça, c'est une question assez fondamentale. C'est mon téléphone, hein. C'est Queen, ne vous inquiétez pas, c'est un vieux truc. Une question assez fondamentale parce qu'à travers la question sur l'avortement se pose la question, bien entendu, de la propriété du corps d'une femme enceinte et de son droit et de son droit à choisir, mais aussi de façon directe, en fait. C'est la question en général, si mon corps est malade et que j'arrive à l'hôpital avec un corps malade, est-ce que ce corps, à partir du moment où je suis à l'hôpital, est-ce que ce corps continue à m'appartenir ou est-ce que le monde médical peut prendre toutes les décisions sur ce corps? Donc, il se pose aussi cette question assez fondamentale de savoir quelle est la marge de décision d'un patient par rapport à ces problématiques de santé qui, finalement, a comme trame de fond cette question de l'avortement. 80-90, année charnière de toute cette, je dirais, de ce grand questionnement en émergence à travers plusieurs crises qui ont, je dirais, un peu miné nos systèmes de santé. L'affaire du sang contaminé, dont j'ai été victime d'une certaine façon. Donc, les produits sanguins contaminés qui massivement donc, infectent du VIH beaucoup de transfusés. La crise du sida en général, qui met en lumière l'incapacité de la société à prendre en charge des personnes marginalisées, hein, ça a été ça beaucoup. Moi, j'ai fait partie des chanceux parce que je faisais partie des hémophiles, donc on nous considérait comme des victimes, alors que les personnes atteintes par le VIH, parce qu'ils étaient homosexuels ou reliés à des problématiques de toxicomanie, étaient eux considérés comme des gens qui méritaient d'avoir le sida. Hein, c'était les termes qu'on utilisait à l'époque, là, c'était absolument horrible. Et ça a mis en lumière à quel point nos systèmes n'étaient pas du tout prêts à prendre en charge ces personnes-là. On mourait seul à l'époque. Ça a été une situation extrêmement dramatique, de laquelle d'ailleurs on a quand même appris beaucoup, mais ça a quand même mis aussi en lumière tous ces dysfonctionnements d'une médecine ultra spécialisée, biomédicale, qui en était arrivée à ses limites. Dans les années 90, on est vraiment, je dirais, à l'autre bout du spectre. C'est vraiment les années 90, c'est les années de conflit. Donc, c'est la naissance, c'est vraiment le tournant où les associations de patients deviennent des associations de patients militantes, activistes. Le modèle de ça, c'est ACT UP dans le sida. Donc, ça peut aller jusqu'à des actes extrêmement violents. Je ne sais pas si vous avez vu, en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir, le film 120 battements minutes, qui a eu prix spécial du jury, la Palme d'Or à Cannes, là, sur cette période-là du sida. Là. Il y a des images assez marquantes dans ce film, là, notamment en tout cas, vous aurez l'occasion de le voir. Donc, vraiment un activisme fort et qui est attaché, en fait, aussi aux États-Unis, par exemple, à la montée ce qu'on appelle du mouvement du consumérisme, c'est-à-dire des patients qui se mettent dans une posture de client, puis qui disent « moi, je paye pour mes services, donc maintenant, ce n'est plus toi qui vas décider de mes services, mais c'est moi qui vais te dire comment je vais te servir. » Donc, on est vraiment à l'antipode du paternalisme médical dans vraiment une affirmation des droits des patients extrêmement forte qui amène à une grande légalisation des soins. Donc, on n'a jamais eu autant recours à la justice dans les soins qu'à ces moments-là. On a moins recours aujourd'hui, les médecins sont moins attaqués aujourd'hui qu'ils l'étaient à cette période-là. Moi, j'ai été suivi à l'hôpital d'Ottawa à l'époque et il y avait un bureau d'avocats en permanence dans l'hôpital qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, c'était pour vous dire un peu l'ambiance. Et puis, à partir des années 2000, on est arrivé dans un espèce de compromis. C'est-à-dire qu'on était au paternalisme, activisme, patient important, consumérisme, puis on essaie de ramener la barre au milieu. Donc, c'est là où toutes les approches… Ah oui, un fait important dans les années 90, essentiel, la désinstitutionnalisation de la santé mentale, qui bien entendu, a amené aussi beaucoup de monde à sortir, des milieux de soins et à se retrouver dans la société sans soutien. Donc, la paire aidance, tu m'arrêteras si je me trompe, Jean-François, mais c'est beaucoup développé aussi à travers le besoin d'accompagner des personnes qui, d'un seul coup, étaient sorties des institutions, se retrouvaient dans la société, sans moyens, sans accompagnement, et donc étaient obligés. Donc, c'était l'aide par les pairs, par les organismes communautaires, etc., qui sont mobilisés pour donner ce soutien que brutalement les services publics n'ont plus donné, et qui a donné naissance aussi à un mouvement extrêmement militant dans la santé mentale. Donc, encore une fois, ces années 90-2000 sont des années charnières extrêmement tendues.
moi, j'étais un activiste SIDA à l'époque, dans l'équivalent d'ACT UP qui s'appelait au Québec le Comité des personnes atteintes par le VIH. Et donc, c'était vraiment, on n'était vraiment pas, j'étais pas dans une posture pédagogique comme aujourd'hui, là, c'était complètement autre chose. Année 2000, on ramène la barre au milieu, on ramène la barre au centre. Les approches centrées sur le patient, donc on essaye de dire, OK, on reconnaît le patient, on amène une perspective plus holistique du soin. Donc, on ouvre, on ne considère plus le patient uniquement comme un bras, un cerveau, une jambe, mais on le considère comme un corps complet. Donc, une vue, on commence à parler de plus de soins holistiques. Il y a le grand courant de la prise de décision partagée qui naît aux États-Unis, qui accompagne et les professionnels de la santé et les patients je dirais, à prendre des décisions ensemble à travers des outils d'aide à la prise de décision. Le self-management qui est né à San Francisco. Kate Lorig, Jean-François connaît très bien le modèle. Donc, d'ailleurs, de la période SIDA, où on commence à théoriser des patients qui prennent soin d'autres patients, puis des patients qui aident d'autres patients à développer leurs compétences. Puis là, on commence à parler de compétences de soins pour les patients. On commence éventuellement à parler un peu de savoir. Donc, on commence tranquillement à dire peut-être que les patients qui vivent avec des maladies construisent des savoirs. Ils ne sont pas seulement des gens qui reçoivent des soins, mais ils sont aussi des personnes qui sont des experts du soin au cours de leur apprentissage de la vie avec la maladie. Puis, on commence à parler aussi de patients experts. Alors, on a tous ces mécanismes-là qui se mettent en place tranquillement en Angleterre, au Canada, en France, en Belgique. Il y a plein de courants qui convergent tranquillement vers là où on en est aujourd'hui. Et donc, donc, on n'est pas le partenariat patient, la pérédance, les approches d'éducation thérapeutique, etc., ne sont pas des ruptures. Ce n'est pas apparu soudainement. On est vraiment le fruit d'une longue histoire et d'une longue évolution des approches de soins. Et puis ça, je pense que c'est important de bien s'ancrer là-dedans parce qu'on est à la fois, effectivement, d'une certaine façon un peu militant, mais on porte aussi quand même ce que le soin de demain sera, mais ce qu'il est déjà aujourd'hui. Alors, on a déjà gagné une partie de la bataille. Hein. On est plus aujourd'hui dans des défis de gestion de changement, de transformation des systèmes, plutôt que dans des défis de défendre nos idées ou de les faire passer. Les idées, grosso modo, elles sont passées. Hein, les gens qui nous disaient au départ du patient partenaire, c'est une tendance qui va mourir il y a 10 ans, bienvenue au club. Non seulement ce n'est pas une tendance, mais elle est loin d'être morte. Alors, on est dans le contraire de ça. Et je pense que c'est important qu'on s'inscrive tous, et notamment futurs pères aidants, que ce soit clair dans notre tête qu'on est dans cette posture où on fait partie d'une histoire en progression et on est avant tout on est des personnes qui accompagnons, mais on est aussi des agents de transformation de nos systèmes de santé. Donc, on a beaucoup réfléchi depuis 10 ans. Moi, en tout cas, cette slide est pas mal quelque chose qui me tient très à cœur. Si on me pose la question aujourd'hui, après 10-11 ans, quelle est la clé de cette question de l'engagement patient, du partenariat avec les patients? La clé, quand on a commencé les notions de partenariat, je vais revenir tout à l'heure, on parlait de beaucoup de choses qui définissent le partenariat. Mais je pense qu'un des points majeurs, un des éléments clés, c'est la reconnaissance des savoirs patients. C'est tant que cette question-là ne sera pas résolue d'un point de vue épistémologique, d'un point de vue formatif, d'un point de vue reconnaissance de statut, qui soit universitaire ou qui soit professionnel, on ne sera pas au bout de ce mouvement-là. On sera toujours dans une logique de changement. Je veux dire, la pierre angulaire du partenariat, c'est la reconnaissance de la complémentarité des savoirs pour arriver à un même résultat. Donc, ces savoirs-là sont essentiels. Et en fait, en bout de ligne, aujourd'hui, je fais mon doctorat actuellement en éthique clinique sur la question des savoirs patients. J'ai eu l'occasion de faire dernièrement mon examen de synthèse et une revue assez exhaustive de la littérature sur la question, et il y a très peu de choses. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire ça fait comme 15 ans, 20 ans qu'on parle de ce moment-là et il n'y a pas grand monde qui s'est vraiment intéressé à caractériser les savoirs patients. Donc, on commence à voir émerger des typologies de savoirs, mais comme par exemple Olivia Gross en France qui a proposé une typologie, Luigi Flora aussi qui a proposé une typologie de compétences.
Il y en a d'autres qui commencent à émerger à droite à gauche, mais on est vraiment dans les balbutiements. Alors, c'est quand même fou quand même que on n'est pas, c'est quelque chose qui n'a pas été, mis de l'avant. Et pourtant, les patients ont des savoirs cliniques. Hein, vous, comme patient atteint de santé mentale ou de santé physique ou les deux, on a des savoirs cliniques sur notre maladie qui s'apparentent souvent à des savoirs médicaux. On possède aussi des savoirs de navigation, c'est-à-dire qu'on est capable, avec le temps, on est capable de faire des choix d'accès dans le système. On sait où il faut aller, pas aller. On construit une connaissance assez importante d'un système souvent dysfonctionnel dans lequel on apprend à naviguer. On a des savoirs d'automonitoring aussi. Comme patient, on s'autodiagnostique tout le temps, tous les jours. On se dit, est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ce problème-là? Puis aujourd'hui, on est aidé par des Apple Watch, par différents types d'outils d'aide à la prise de décision. On a des outils d'autodiagnostic extrêmement puissants actuellement, etc. etc. Donc cette puissance d'automonitoring, d'autodiagnostic est en train de se décupler par la santé numérique, comme d'ailleurs les savoirs cliniques et les savoirs de navigation. Et puis, on a des savoirs expérientiels aussi qui sont des savoirs de la vie de tous les jours, des savoirs qu'on partage entre pairs, entre amis, entre familles. Puis en ce moment, on a tendance à toujours parler des savoirs patients comme juste des savoirs expérientiels. Et c'est ça, moi, je brise en ce moment la glace là-dessus en disant non. On n'est pas juste des savoirs expérientiels. En Europe, là, en France, le milieu médical commence à parler même de savoirs hybrides. Ce qui veut dire quelque chose, puis rien dire non plus. Mais non, on n'est pas juste des savoirs expérientiels. Oui, on a des savoirs issus de l'expérience, comme les cliniciens ont des savoirs issus de l'expérience, mais encore une fois, on s'assoit aussi sur des savoirs qui sont à la fois scientifiques, qui sont à la fois de systèmes, qui sont à la fois nourris par des données. On a des savoirs beaucoup plus concrets et beaucoup moins vagues que la notion de savoir expérientiel dans lequel on nous réduit tout le temps. Les savoirs des patients, c'est des savoirs expérientiels. Non. Moi, je rajouterais là-dessus, il est toujours question de cet équilibre de la rencontre entre le patient et le professionnel de la santé, disons le médecin, parce que c'est ce que je connais le plus. Puis vous savez, en attendant reconnaître la place du patient dans la relation, du partenariat, c'est encore une job difficile. C'est encore difficile parce que conceptuellement, on oppose un des grands coups de la médecine moderne, c'est vraiment, on rentre comme si symboliquement, le patient représente uniquement lui et sa subjectivité, alors que le médecin, lui, représente la science et le savoir objectif. Et ça, c'est une rencontre qui sera toujours inégale. En fait, c'est une rencontre impossible. Et c'est faux. C'est faux. Moi, en tant que médecin, à chaque fois que j'accueille quelqu'un, c'est pas vrai que ce que je mobilise, c'est uniquement des savoirs objectifs issus de la recherche. C'est faux. On pense que c'est... et c'est mal connaître. Le British Medical Journal a sorti une fabuleuse étude en 2011 où ils ont décidé, ils ont fait quelque chose d'incroyable. Là. Ils ont dit, on va prendre les 2000 médicaments les plus prescrits en Grande-Bretagne pendant 1 année et demie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y avait, eux? C'est qu'il y avait un projet où est-ce que, quand tu faisais une prescription, il fallait que tu écrives le diagnostic aussi. Puis ça aidait. Ils se sont rendus compte qu'il y avait moins d'erreurs parce que la dose d'amoxicilline, ce n'est pas la même pour une sinusite ou une otite ou une pharyngite, peu importe. Et là, ils avaient obtenu tout ça des pharmaciens. Puis là, ils ont dit, on va faire une revue de tous les médicaments, en fait, des 2000 médicaments les plus prescrits. C'est énorme. Moi, je prescris à peu près toujours les mêmes 30 molécules là, dans ma pratique. Là. Mais ils ont regardé les 2000 médicaments les plus prescrits, puis ils ont dit, on va faire une revue de littérature complète à savoir à quel point les preuves sont claires que ça marche. À quel point c'est evidence-based, prouvé evidence-based. Et là, c'est assez impressionnant. Là, ils ont séparé ça en 5 catégories. C'est genre, la première catégorie, c'est que c'est clair que c'est bénéfique et ça marche pour la raison pour laquelle tu le prescris. Après ça, il y a probablement que ça marche, on ne le sait pas, il y a probablement que ça ne marche pas, puis c'est clair que ça ne marche pas. Et le problème avec la culture médicale et l'éducation médicale et la médecine, c'est qu'on l'enseigne et on la pratique comme si tout rentrait dans la première catégorie, que ce qu'on prescrit, c'est clair que ça marche. C'est quoi, vous pensez, la proportion sur 2000 médicaments
qui rentrent dans la catégorie c'est prouvé par la recherche. Allez, petit sondage. Combien de pourcentage? Votre feeling? Je regarde le fil. C'est une question pour les étudiants. Pour les étudiants, ouais. 25%, d'accord, Sarah. Bon début. 50. 50. D'autres s'essayent? OK. Philippe, combien? Alors, c'est 11%. Oh. C'est 11%. Ce qui ne veut pas... Et là, c'est là que c'est important. Et c'est qu'est-ce qu'on fait de ce chiffre-là et de ce qu'on vient de décrire. Une des choses qu'on fait, Vincent et moi, depuis une dizaine d'années, en 2011, l'étude, une des choses qu'on fait, Vincent et moi, depuis plusieurs années, c'est l'engagement de patients en éducation médicale. Et le but derrière tout ça, c'est aussi de rétablir l'importance de la subjectivité chez le professionnel de la santé ou le médecin ou le soignant. C'est que la réalité, c'est que moi, quand je reçois des patients dans mon bureau, là, je mobilise les données issues de la recherche, donc des savoirs objectifs. Effectivement, j'en utilise, mais j'utilise beaucoup aussi mon expérience, mon jugement, mon intuition, ma connaissance du patient, mon humanité, ma forme physique et mentale ce jour. Je mobilise plein de choses qui sont très, 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 très personnelles. Et c'est ça, la médecine. C'est rien d'autre que ça. C'est faux de penser que la médecine, c'est uniquement l'application objective, machinale de données. Et donc, tout d'un coup, je redeviens une personne dans la relation. Et c'est uniquement quand on va recommencer à considérer que la subjectivité, ce n'est pas un ennemi. Il faut faire attention, ça existe des biais, il y a plein de choses, mais ce n'est pas un ennemi qu'il faut chasser de la relation. Puis c'est quand le médecin va s'autoriser à être, quand l'étudiant de médecine va apprendre qu'il est autorisé à être subjectivement, à ressentir des choses, que l'autre, le patient, peut exister aussi. Puis en attendant, si on continue à dire « il faut être en partenariat du bord du patient, mais le médecin, lui, c'est unique. » Et c'est donc ça, c'est qu'on travaille des deux côtés. On travaille sur la reconnaissance de la subjectivité du professionnel de la santé et la reconnaissance de la validité des savoirs de l'existence et de la validité des savoirs des patients. Puis, vous voyez ce qu'on est en train de faire. On est en train de changer cette grande asymétrie comme si d'un côté, il y avait juste la subjectivité personnelle, puis de l'autre, il y a juste des savoirs objectifs. C'est pas vrai dans les deux cas. Donc, c'est avec ça qu'on essaye de... Et beaucoup de nos interventions en éducation médicale, en éthique clinique sont là-dessus, sur reconnaître l'importance de la subjectivité du soignant, reconnaître à travailler, à réfléchir, à reconnaître ses émotions, puis qu'est-ce qui se passe dans des situations éthiques complexes. Peu importe, voilà. Donc, cette question des savoirs, encore une fois, elle est centrale et il y a comme le disait Philippe, il y a une démystification à la fois des savoirs mobilisés par les cliniciens et des savoirs mobilisés par les patients. Puis, il y a une assise qui est en train de se construire actuellement et qu'il faut absolument consolider parce que la reconnaissance va passer, la reconnaissance à différents niveaux, donc à un niveau professionnel comme pour la pérénance, par exemple, ou à un niveau, je dirais, à un niveau directement dans la relation de soins pour avoir des véritables partenariats, va passer par ça. Puis, encore une fois, ce que vient de dire Philippe, les fameux médicaments, là, les fameux 11%, imaginez en santé mentale. Là, on ne doit pas être à 11% en santé mentale. Alors, donc d'où l'importance de l'humilité. L'autre mouvement qu'il est important de bien voir, de bien regarder, c'est ce fameux mouvement de la santé numérique. C'est un mouvement extrêmement important pour la simple et bonne raison que c'est un mouvement qui vient, je dirais, donner de la force au développement des savoirs patients. Cet article de Lancet qui a été publié en 2019, dont la dernière phrase est la suivante, quand il parle des outils d'autodiagnostic. Donc aujourd'hui, il est disponible, on en a testé un au centre d'excellence, des outils où vous rentrez vos symptômes et vous allez avoir un diagnostic juste à 85% à peu près, donc au-dessus du degré d'erreur d'un médecin. Google va en sortir un dans les prochains mois. Ils sont en train de le gaver de données depuis 10 ans déjà, là. Puis ils attendent d'atteindre un très haut niveau d'assurance pour pouvoir le sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, et c'est la conclusion du fameux Lancet, c'est une révolution culturelle
le sacro-saint diagnostic médical, maintenant, est dans possession des masses. Puis le cœur du changement qu'on opère, c'est celui-là. C'est qu'aujourd'hui, les savoirs patients permettent aux patients de se soigner eux-mêmes, mais aussi de s'autodiagnostiquer. Donc, forcément, il y a une forme de substitution, il y a en tout cas une forme de reprise en main, de pouvoir sur leur propre capacité à prendre soin d'eux-mêmes, qui redéfinit la relation médecin-patient, médecin-patient ou professionnel de la santé patient. Et puis, la poussée de la santé numérique et de l'accessibilité à un certain nombre, à des capacités beaucoup plus grandes de démocratisation de l'information médicale accélère ce mouvement-là et amène une remise en question encore plus fondamentale que celle des 10 dernières années. Et je pense que, encore une fois, cette conclusion du Lancet est très, très, très significative. Rapidement, puis on va passer à la discussion. Je vais revenir sur ce fameux schéma que tout le monde connaît, mais je voulais en faire un point important. Donc, on a cette évolution tranquillement entre les approches paternalistes, où on pousse les soins vers les patients, les approches centrées, où on a mis le patient au centre, puis les approches en partenariat, où on a intégré le patient à titre de partenaire de soins à l'intérieur du cercle. Donc, c'est bien entendu, cette image-là est essentielle, hein, parce que je vous rappelle que la définition d'équipe de soins de Agrément Canada a été modifiée l'année dernière. Hein. Donc maintenant, l'équipe de soins inclut officiellement le patient comme membre à part entière de l'équipe de soins, donc le reconnaît comme un acteur de soins à part entière et non pas juste quelqu'un qu'on prend en charge. Ça a l'air de rien, mais c'était la nuance. En fait, en 2011, quand on a commencé à théoriser le partenariat de soins pour pouvoir l'intégrer dans les formations de l'Université de Montréal, la première chose qu'on a fait, c'est ça, c'est de rechanger la définition d'équipe de soins en identifiant le patient comme un membre à part entière de l'équipe de soins. Pas juste quelqu'un qui est à l'extérieur ou quelqu'un qui est au centre. C'est quelqu'un qui est dans l'équipe, reconnu à titre de membre à part entière, donc à titre de personne avec des savoirs, des compétences, etc., etc. Et donc, à partir de ce moment-là, on reconnaît les choses. Et aujourd'hui, une des problématiques peut-être qu'on a, un des défis en matière de gestion de changement qu'on a, c'est que beaucoup de monde pense qu'on est dans du partenariat alors qu'on est encore dans des approches centrées. Les approches centrées se concentrent sur les besoins des patients. Et c'était un passage important sur les besoins variés des patients, donc dans une approche holistique. Mais les approches centrées donc, ont beaucoup mis l'emphase sur la collaboration interprofessionnelle, la nécessité que l'équipe de soins ne soit pas uniquement un médecin, mais soit une équipe de multi-expertise pour être capable de comprendre, d'aller chercher, de capter les besoins des patients et de lui proposer des traitements ou des scénarios de traitement. Ça, c'est les approches centrées. Les approches en partenariat, on est concentré sur les savoirs des patients. On démarre de ce que le patient sait, on développe ses savoirs et on mobilise ses savoirs pour co-construire les soins avec eux. Cette nuance, elle est importante, mais elle est subtile pour les professionnels de la santé. Souvent, ils confondent. On est beaucoup en ce moment, dans la plupart des terrains qu'on fait de développement des capacités de partenariat, etc., on est beaucoup dans cette nuance-là. Donc, on n'est plus à expliquer qu'on est dans un modèle paternaliste, puis qu'il faut, etc. On est beaucoup dans les pratiques quotidiennes. Qu'est-ce qui fait la différence entre être centré sur le patient puis être en partenariat avec le patient? Et des fonctions de patient accompagnateur, de père aidant, sont vraiment des fonctions partenariales. C'est le cœur des fonctions partenariales. Et c'est vous qui avez cette responsabilité aujourd'hui, et qui allez avoir cette responsabilité quand vous allez être dans les soins, de mettre en lumière aux gens les différences entre, oui, c'est bien de… Moi, j'ai toujours cette petite histoire que je raconte souvent. C'est au tout début, on allait observer des équipes. En 2011, on avait identifié des équipes qui, soi-disant, travaillaient en partenariat. Puis, à un moment, on était dans un CHSLD. Puis, on nous a demandé d'observer une équipe qui travaillait en partenariat. Donc, on a été observer une rencontre interdisciplinaire où, bien entendu, on posait, donc c'était le problème d'une dame qui venait de rentrer dans le CHSLD, dont son fils s'occupait depuis 10 ans, mais la dame faisait des crises de démence de plus en plus importantes, et donc ils avaient été obligés de placer la dame en CHSLD, un classique. Mais la dame, depuis qu'elle était rentrée, ça faisait 1 mois, elle refusait de prendre ses bains.
impossible de prendre ses bains. Ils étaient obligés de la contraindre pour prendre ses bains. Donc, c'était terrible. Ils ne voulaient pas le faire ça. Donc là, rencontre interdisciplinaire. Donc, la façon dont ils procédaient, ils disaient qu'ils travaillaient en partenariat, c'était on se rencontre entre professionnels, on analyse la situation. Donc, ils ont passé 45 minutes à analyser la situation, à dresser 3 scénarios plus compliqués les uns que les autres. Et après, ils ont fait rentrer le fils de la dame. Puis là, pour discuter avec lui des scénarios. Donc, le fils rentre. Il rentre 45 minutes après la conversation. Là, donc, il y a déjà tout un build-up. Il est complètement perdu. Là, il est comme juste… Puis là, grosso modo, on essaye de lui expliquer des scénarios très complexes parce qu'en fait, c'était un compromis des perspectives de tout le monde. Et puis, finalement, il finit par approuver un des 3 scénarios, qui était en fait le scénario que le groupe voulait. Donc, techniquement, c'est check. Puis après, moi, je débrief avec le monsieur. Puis il est un peu tendu parce c'était très émotif, là, comme tu sais, c'est parler de sa mère, etc. Puis au bout d'un moment, il se calme un peu, puis il commence à me dire, vous savez, moi, je me suis occupé de ma mère depuis 10 ans. Puis peut-être que j'aurais dû leur dire qu'elle a toujours pris des douches et jamais des bains. 1 heure, ça a duré. Alors que le monsieur, il a la réponse. Il a la réponse parce que ça fait 10 ans qu'il s'occupe de sa mère. Et donc, la seule chose qu'ils n'ont pas fait, c'est qu'ils n'ont juste pas considéré que cette personne-là a des savoirs. Alors, et ça, des exemples comme ça, là, je suis sûr que Jean-François, on pourrait tous en raconter, là, on pourrait passer la journée à en raconter. Donc, on est au cœur de la question du partenariat, on est là. Ni plus, ni moins. Alors, je vais m'arrêter là. Et puis, je vais… Est-ce que à ce stade-là, c'était juste un petit refresh, puis on va commencer à plutôt avoir une discussion avec Philippe. Est-ce qu'il y a des questions, des histoires drôles, des commentaires, des… Je vais d'abord y aller avec une précision. Ici, ce sont les étudiants Oui. de l'option sciences psychiatriques à la maîtrise et au doctorat en sciences biomédicales. Ah, Pas des futurs pères aidants. d'accord, excusez-moi. Ils sont beaucoup intéressés, puis aussi vraiment comment les pères aidants peuvent aider un patient à être partenaire dans l'équipe, puis à aider ce patient-là à reconnaître ses propres compétences. Il n'a pas nécessairement réfléchi, quelles sont mes compétences propres que je pourrais partager avec mon équipe de soins. Alors, je pense ça tombe vraiment bien, on articule bien ici, là, père aidant, c'est partenariat avec le modèle de Montréal que vous nous présentez.